Disait Camus, oui. Mais alors, Marie-Estelle, il y a beaucoup de personnes qui disent, on a évoqué les 5 blessures. Si je me reconnais dans les 5 blessures et que les 5 blessures m'étouffent, m'écrasent, me tétanisent, est-ce qu'il y a une hiérarchie dans C'est possible, hein, c'est Ouais. possible. Par exemple, quand j'ai un patient, une patiente qui est victime d'inceste, évidemment qu'il se joue les 5 blessures en réalité. Évidemment qu'il y a l'injustice, évidemment qu'il y a l'humiliation, évidemment qu'il y a la trahison, évidemment qu'il y a le rejet, évidemment qu'il y a l'abandon. Donc parfois, on a une histoire très lourde et on a effectivement l'impression qu'il y a les 5 blessures. En général, on en a 3. Le plus souvent, on en a 3, avec une dominante, une majeure en fait, et 2 mineures. Et vous allez... Alors moi, j'avais en majeur, évidemment, le rejet de ma mère. Donc j'ai réglé le rejet assez jeune. J'ai réglé la blessure de rejet assez jeune. Et puis après, j'ai mis plus de temps à régler les mineurs. Excuse-moi, Marie-Estelle, c'est quoi j'ai réglé le problème du rejet? J'ai été voir ma mère, j'ai mis un C'est-à-dire coup que de je boule en lui n'agis disant, plus à maman, tu m'as partir de la rejeté. Marie-Estelle marquée par la blessure de rejet, qui donc est fuyante dans les relations affectives, évite, s'enferme dans l'intellect, ne veut pas rencontrer l'autre de peur d'être rejetée, veut toujours être plus que parfaite de peur d'être rejetée. Je n'ai plus ce masque de la personne qui a peur d'être rejetée. Je suis OK avec moi parce que moi, je ne me fais plus vivre de rejet. Donc, je n'inflige plus de rejet à ceux qui m'aiment. Parce qu'évidemment, quand on a été rejeté par sa mère ou son père, quand quelqu'un arrive et vous aime inconditionnellement, pour vous, c'est du chinois. Donc, vous vous dites, il est complètement taré. Il va se rendre compte un jour qu'il se trompe. Et donc, en fait, vous faites un mal de chien à cette personne. D'accord, je comprends. Si vous avez réglé cette blessure et que vous dites, OK, c'est mon père ou ma mère qui n'était pas en capacité d'ouvrir son cœur et qui m'a rejeté pour ces raisons, mais en aucun cas l'enfant qui arrivait sur Terre, désireux d'amour que j'étais, n'est en cause. C'est elle ou c'est lui qui m'a rejeté parce qu'il était jaloux, parce qu'il n'était pas prêt, parce qu'il avait été rejeté, qu'il n'avait pas bossé sur lui. Bref, c'est pas moi qui était le problème au moment où j'ai été rejetée et où vous vous désidentifiez de cette blessure. Vous n'avez plus besoin de vous protéger, vous n'avez plus peur d'être rejeté. Donc, vous tissez des amitiés où vous n'êtes pas rejeté, vous tissez des liens où vous n'êtes pas rejeté, professionnels, amoureux. Vous portez plus masque. Si vous portez plus masque, vous n'êtes plus dans la blessure. D'accord, je comprends. Vous avez cicatrisé, vous n'avez plus besoin du pansement. Et c'est ce type de protocole, de méthodologie ou d'approche et peut s'appliquer sur les différents intoxications. Bien sûr, et avec chaque blessure va d'ailleurs certains blocages corporels, et c'est intéressant dans son livre parce qu'elle fait le lien, et moi j'ai une orientation psychosomatique, donc ça m'a beaucoup parlé. Tout ce qui s'exprime pas s'imprime, donc tout ce qu'on n'a pas conscientisé dans nos blessures va se mettre quelque part dans le corps. Et donc dans notre façon de gérer nos émotions, dans notre posture, même dans notre morphologie, souvent les personnes qui sont marquées par le rejet sont extrêmement maigres en fait, parce qu'intérieurement elles se font vivre du rejet, donc même si elles mangent, elles n'arrivent pas à assimiler le bon pour elles. Donc il y a ces niveaux de correspondance symbolique entre le corps et l'esprit qui nous dit des choses de nous. Donc pour chaque blessure, on va reconnaître en fait un masque, des mécanismes de défense. Le thérapeute peut travailler avec ça s'il connaît ce travail. Et vous voyez que vous en êtes libéré quand vous répétez plus ces rôles, ces masques, et que vous pouvez aller vers l'autre à partir de votre désir de rencontrer cet autre-là, et pas à partir de votre blessure, et que vous n'avez plus des attitudes de personnes abandonnées, on a tous des amis dépendants qui sont hyper visqueux, hyper collants. Ça, c'est des gens qui ont une blessure d'abandon et qui vont se faire revivre de l'abandon en le suscitant parce qu'ils sont incroyablement collants, par exemple. Quand ils ont réglé leur blessure d'abandon, ils arrêtent de vous saouler, en fait. En gros. Jean-Dominique, on va évoquer, parce qu'on pose la question, c'est quoi cette masterclass et est-ce qu'il y a des processus plus précis à mettre en place? Mais juste avant, si vous me permettez, il y a une question qui est assez pertinente, entre autres, évidemment, toutes vos questions sont très pertinentes, mais là, sur le sujet immédiatement, c'est Isabelle qui dit « Ok, mais si l'autre n'a pas réglé son problème ?» Alors là, on se retrouve avec le fait de dire que c'est à cause de l'autre. Ou est-ce que c'est nous qui nous mettons face à la personne qui nous reflète nos propres problèmes? Est-ce que j'ai été clair dans mon propos?
C'est toi, Jean-Dominique, qui répond? Marie-Estelle, comme vous voulez, qui vous voulez. Vas-y, Jean-Dominique, parce que j'ai parlé beaucoup là. Non, mais effectivement, on n'a pas de pouvoir sur l'autre. C'est déjà bien si on peut faire usage du pouvoir qu'on peut avoir sur soi-même. Et puis, mais ça anticipe déjà l'autre question que vous posiez, Frédéric, c'est que, au fond, le point de départ, à mon sens, c'est que, et ça aussi, c'est assez occidental quand même, si on observe, la plupart d'entre nous sont extrêmement durs avec eux-mêmes, beaucoup plus durs qu'ils ne sont avec les gens qu'ils aiment. Et grandir en amitié avec soi-même, être capable d'être compassionnel, d'être compréhensif, d'être encourageant, d'être confrontant aussi, parce que des fois on a besoin de se mettre une bonne bordée à soi-même ou de se secouer un bon coup, mais en toute amitié, comme on le fait avec quelqu'un pour qui on a vraiment de l'affection, parce qu'on en a quelque chose à faire de cette personne. Cette relation de soi à soi, elle est extraordinairement en souffrance en Occident actuellement. Alors évidemment, quand on est avec quelqu'un qui est dans ses propres difficultés, le fait qu'on choisisse nous-mêmes d'évoluer ne va pas impliquer nécessairement qu'elle le fasse également. Et c'est évident que si elle n'évolue pas alors que nous le faisons, ça peut créer une tension. Mais après, je veux dire, c'est un inventaire toujours très singulier de savoir si jamais la coopération reste possible parce qu'il y a suffisamment de choses qui nous plaisent chez l'autre, ou si à un moment donné, on ne s'entend plus suffisamment. Et là, Marie-Estelle vient de publier, donc c'est d'actualité, un livre sur le divorce, mais qui est quand même une expérience assez fréquente, mais qui vient toujours sanctionner le constat que l'évolution a été trop divergente pour que l'accord de départ puisse se maintenir. Et malheureusement, il n'y a pas de baguette magique pour faire évoluer l'autre, si ce n'est que je pense que si on connaît soi-même une bonne évolution, ça peut avoir une certaine dynamique d'exemplarité ou de donner envie. Et notamment si on pontifie pas ou qu'on moralise pas l'autre, ça on a pas mal vu malheureusement en psychanalyse. Non, mais si l'autre vous aime, quand il voit que vous évoluez sur vos propres blocages, même si toute sa famille lui dit que c'est pas bien d'aller chez le psy, il va quand même être un peu curieux de bosser sur lui parce qu'il va pas. D'abord, vous allez lui faire envie par la liberté intérieure que vous aurez gagnée, et puis en fait, il aura envie de se mettre sur le niveau de jeu et il sera curieux, il aura une appétence pour ce voyage intérieur que vous avez fait. Et l'amour lui donnera peut-être la motivation d'aller bosser sur lui. Beaucoup d'hommes disent d'ailleurs qu'ils font la démarche parce qu'ils sentent qu'ils vont trop mettre en péril leur couple, alors que dans leur culture familiale, le fait qu'un garçon puisse se plaindre, c'était très mal vu. Et puis quand ils comprennent que la thérapie, c'est pas se plaindre, c'est se remettre en question, il y a quelque chose qui bouge. Après, moi, je crois que les relations, on les tisse pas par hasard. C'est-à-dire qu'on attire toujours... notamment dans la relation amoureuse, la personne qu'il faut qu'on attire, même si en apparence c'est pas du tout le cas, elle a une fonction à ce moment-là de notre vie de nous faire bosser sur quelque chose. Et je crois qu'il y a des relations qui sont des étapes et qui valent la peine d'être vécues, même si elles méritent pas d'être continuées, parce que finalement les deux partenaires à ce moment-là avaient l'opportunité en rencontrant l'autre d'aller régler et travailler sur quelque chose. Et puis alors parfois aucun des deux ne le fait, parfois les deux le font, et alors là c'est génial parce que ils vont retomber amoureux sur un niveau plus élevé de conscience. J'ai presque envie de dire ils seront rencontrés pour des mauvaises raisons et puis ils vont rester ensemble pour les bonnes. Et puis parfois il y en a un qui va avoir réglé le truc que l'autre vient lui faire vivre la blessure d'injustice qu'il a pas fini de régler, hop. Du coup, il règle le truc parce qu'il a trop mal dans le couple, il en peut plus, il retourne en thérapie, il se libère de sa blessure d'injustice et donc l'autre, il est suspendu dans le vide, les pieds au-dessus du balcon parce que soit il bosse, soit il va sortir de la vie parce que il y aura plus on vibrera plus le message vas-y, fais-moi de l'injustice. Ouais, c'est ça. Mais pour cet autre-là, à ce moment-là, on avait peut-être la fonction d'aller le faire bosser sur son rapport au masculin, au féminin, au couple, à je ne sais quoi. Est-ce qu'il saisit l'opportunité ou pas? Ça, c'est le mystère et le suspense de la relation amoureuse. Donc ça aussi, c'est extrêmement positif comme message pour ce soir, c'est de dire que l'autre, c'est pas par hasard si on est avec l'autre, c'est peut-être parce que c'est lui qui va nous permettre de nous révéler notre moi toxique aussi. C'est-à-dire, on s'est mis avec quelqu'un pour une bonne raison,
pour devenir conscient de soi. Voilà, c'est ça. Donc c'est notre miroir. Je pense à la colère. C'est juste en y pensant comme ça, la colère, c'est vous en parlerez largement mieux que moi, mais ça m'évoque ça. C'est-à-dire que on a toujours entendu parler que la colère, on se mettait en colère non pas contre l'autre, mais contre soi-même sur quelque chose qui nous reflétait quelque chose de nous-mêmes. Est-ce que je me trompe en disant ça? Ah bah très souvent, quand on est en colère parce que l'autre nous déçoit, on n'est pas en colère contre l'autre, on est en colère contre soi de ses attentes. On n'est jamais déçu qu'au niveau de ses attentes en fait. Donc tout d'un coup, on se rend compte de l'écart entre ce qu'on a projeté, l'idéalisation et puis ce que l'autre peut donner. Et on s'en veut d'avoir mis de la confiance ou d'avoir mis de l'énergie dans le lien. C'est-à-dire que le plus difficile, c'est pas... Il y aura le moment de colère vis-à-vis de l'autre qui nous trahit ou qui nous déçoit, mais il va passer finalement assez vite. Ce qui va être toxique, c'est la capacité de se pardonner à un moment donné, d'avoir investi ça. Et est-ce que je peux me pardonner? Est-ce que je peux dépasser la colère que j'ai vis-à-vis de moi-même? Mais je crois que le couple n'est pas là pour nous rendre heureux. Je crois que le couple, il est là pour nous rendre conscients. Et soi-même, on se rend heureux dans cette relation dont on accepte la part d'incontrôlable et la part de mystère. Jean-Dominique, je vous ai posé la question justement sur la masterclass et sur cet accompagnement. Peut-être nous en dire un petit mot avant de reprendre les questions de nos abonnés. C'est quoi cette masterclass? En quoi consiste-t-elle? Alors, oui, peut-être juste pour terminer sur ce qui vient d'être dit, je crois que la plus belle aspiration qu'on puisse avoir ensemble, en couple, entre amis, c'est de grandir continuellement. C'est de continuer à grandir jusqu'à notre dernier souffle. Et ça, c'est tellement beau comme perspective qu'en tout cas, moi, elle m'enthousiasme dans ma vie. Et donc, les masterclass et les formations que j'ai proposées sur mon site vont toutes dans le sens de mettre en lumière ce potentiel d'évolution et de guérison de l'être humain. Donc j'ai fait un programme sur la salutogenèse, c'est-à-dire comment est-ce qu'on entretient notre santé globale, notamment à partir de nos pensées, de notre relation à nous-mêmes et aux autres. J'ai fait un programme, j'ai vu des commentaires en ce sens autour de la spiritualité, parce que c'est un domaine que j'ai beaucoup étudié dans le domaine de la santé. Alors qui embarrasse souvent un peu les soignants parce qu'ils se disent mais attendez, moi je suis laïque, je suis pas en mesure de parler de spiritualité avec mes patients ou les gens dont je m'occupe, mais il y a plus de 20 000 articles qui ont été publiés dans la littérature médicale au cours des 20 dernières années sur ce sujet. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'effectivement la spiritualité est fondamentale au processus d'évolution et de guérison, et puis qu'on peut l'aborder indépendamment de toute croyance. La spiritualité, c'est pas la religion, elle peut prendre une forme religieuse, c'est très honorable, mais elle peut se passer hors des formes religieuses, mais il y a quelque chose à cet endroit. Donc j'ai fait un programme neurospiritualité, étant donné que j'ai travaillé avec une des deux principales équipes de recherche aux États-Unis sur ce thème. J'ai fait une masterclass avec Ariane Biran sur le thème « Penser le phénomène totalitaire ». Alors, ces genres de sujets, on peut se dire, ouais, mais ça, c'est pas très, ça donne pas forcément envie, mais en fait, les participants étaient ravis. Pourquoi? Parce que tous mes programmes, je tiens à ce qu'ils soient utiles aux personnes que cela peut intéresser, que ça leur apporte un surplus d'âme, un surplus de compréhension, un surplus d'humanité. Voilà. Et donc, c'est dans ce sens que j'ai proposé à Marie-Estelle de créer cette masterclass, parce que je vois quelle est sa nature et quelle est la qualité de ce qu'elle apporte, et je me dis que pour toutes les personnes qui ne sont pas obtuses dans je vais bien et j'ai besoin de rien ni de personne jusqu'à mon dernier souffle, il y a dans sa proposition un réservoir de bienfaisance. Alors moi, évidemment, je suis pas impartial vu que la santé mentale me passionne depuis toujours et que je connais bien le sujet. Mais je me suis régalé au long des 7 modules qu'on a enregistrés. Je les ai montés ces derniers jours pour les mettre en ligne. J'ai été tout aussi intéressé à les réécouter une deuxième fois. Donc toute personne qui est intéressée par ces questions-là, je sais qu'ils vont trouver quelque chose qui est juste d'une qualité absolument remarquable. Et le but, c'est d'accompagner les gens dans l'équivalent du programme qui est décliné dans ce livre, c'est-à-dire tout un ensemble de recommandations, d'éclairages, mais aussi de suggestions, de petits exercices pratiques pour évoluer dans cette rencontre avec soi-même et grandir en amitié avec qui nous sommes. Et moi, je me suis dit que la masterclass il y a eu 2 choses qui se sont rencontrées. La première chose, c'est que je me suis dit, mais très concrètement, moi, de quoi j'aurais besoin aujourd'hui, quand on est une maman qui travaille avec 3 enfants, etc. C'est extrêmement compliqué de se poser avec un livre ou de trouver du temps pour prendre un rendez-vous quelque part.
Et je me disais, si je pouvais au moins, pendant que je fais des tâches ménagères ou ma comptabilité ou que je suis dans la voiture, écouter quelque chose, écouter quelqu'un qui me parle et qui me nourrit un peu, parce que quand je me pose dans mon lit avec un livre, au bout de 5 minutes, j'ai envie de dormir parce que ma journée a duré 20 heures. Il y avait cet aspect-là que je trouvais sympa dans le fait d'accompagner les gens avec ma voix dans une masterclass et de pouvoir me promener avec eux n'importe où quand ils font leur footing, quand ils sont au supermarché, voilà. Et puis l'autre chose, c'est que je me suis aperçue, à force de passer dans les médias depuis 2 ans et demi, beaucoup, que tous les messages qu'on m'envoyait, c'était en fait on voudrait en savoir un peu plus, mais le format des chaînes d'infos, etc. est déjà au départ tellement pas un terrain propice à la psychologie que déjà que vous puissiez dire 4 phrases, c'est bien, mais si on veut creuser, où est-ce qu'on va? Et du coup, ce format-là, je le trouvais chouette parce qu'il y a quelque chose de la transmission orale et que la transmission orale s'est beaucoup perdue dans notre culture. Et je sais que la voix apporte quelque chose qu'on n'a pas en fait avec l'écrit. Et quand je parle dans la masterclass, les gens m'entendent aussi un petit peu comme quand je suis dans une séance avec un patient. Donc il y a un lien d'intimité qui se crée avec la voix. Enfin, je sais que moi il y a des émotions dans ma voix. Elle est pas neutre. Hein. D'ailleurs, en plateau, souvent ma voix elle monte dans les aigus parce que je suis énervée. Mais voilà, donc je trouvais ça chouette, même si c'est un peu frustrant parce que moi je vois pas les gens à qui je donne quelque chose, mais je trouvais ça très incarné de traduire les choses de manière orale. Effectivement, très souvent on est confronté à notre fainéantise, à notre volonté de ne pas bouger ou de la peur de bouger. Si on bouge les choses, qu'est-ce qui va exploser? Est-ce que je vais rompre? Est-ce que je vais m'engueuler avec mon patron? Est-ce que je vais perdre l'amour de mes enfants? Enfin, toutes les questions qui peuvent se poser. Et donc, face à un livre, on va dire, bon, allez, demain, je m'y mets. Tandis que là, sur une masterclass, comme vous avez dit, vous prenez par la main, par la voix, vous prenez par la voix, de la meilleure façon qui soit, et vous accompagnez étape par étape. C'est-à-dire, première étape, j'imagine qu'on identifie les mois toxiques. Là, par exemple, quand vous venez de dire j'ai peur de m'engueuler avec mon patron et que mes enfants m'aiment pas, c'est la peur du conflit. Oui, bien sûr. Ouais. Donc, ce que je veux dire, c'est dans la méthodologie, c'est-à-dire que d'abord, on identifie, c'est en fait le processus que j'essaye de vous demander, quelles sont les différentes étapes. Le processus, en fait, on a fait des modules, on a d'abord expliqué, moi j'ai expliqué ce que c'était que le moi toxique, la notion d'ombre, les scénarios répétitifs, les projections familiales, comment un trauma peut se structurer, comment le cerveau réagit, en fait. Ce qui structure dans le cerveau, c'est ce qui est répétitif, c'est pas le fait qu'un événement soit négatif ou positif une fois ne va pas tellement s'organiser dans le cerveau, c'est la chronicité. Et donc l'idée qu'un trauma, ça peut être quelque chose, ça peut être un trauma en creux, le fait de ne pas avoir eu de regard de ses parents, le fait d'avoir eu un manque de tendresse, d'avoir eu une mère frigidaire qui donnait pas du tout d'affection chaleureuse, c'est du trauma pour le cerveau au sens où c'est chronique et il se structure là-dessus, il s'organise là-dessus et vous avez un filtre qui fait que vous percevez la réalité des relations humaines à travers ça après. Donc, on parle de d'où vient le moi toxique, comment le démanteler, l'outil de la méditation, parce que moi, la méditation, c'était pas du tout mon dada. Puis un jour, j'ai failli mourir et je me suis rendu compte que le fait de parler à mon corps et à toutes les parties douloureuses et de discuter avec la douleur dans ma chambre d'hôpital, ça me permettait de prendre beaucoup moins nostalgique. Donc, je parle aussi à partir de cette expérience extrême de la mort que j'ai faite, de comment le fait de cultiver son jardin intérieur et de méditer en se parlant activement avec les différentes parties de soi-même, ça permet de libérer plein de choses. Je donne des exercices aussi avec des exemples de phrases à remplir, avec des bilans à faire. Et puis, dans le livre, alors ça, il n'y a pas dans la masterclass, peut-être que j'en cite 2-3 exemples. Dans le livre, il y a des vignettes cliniques et donc ça permet aux gens de se déculpabiliser parce que comme je raconte des extraits de séances, des fragments de mes échanges concrets avec des patients et des patientes, les gens se disent ah bah oui mais moi je suis comme Bruno en fait, je suis exactement au même point que Bruno et donc la personne voit comment je parle à Bruno et donc voit comment elle pourrait se parler pour dénouer des choses. C'est-à-dire que le fait de montrer des fragments de séance, c'est aussi une manière de dire à la personne voyez comment je fais avec le patient, vous pouvez faire pareil avec vous-même. D'accord. Jean-Dominique, parce que vous me montriez un livret tout à l'heure, c'est quoi ce livret?
Eh bien, c'est le livret que les personnes qui souhaitent participer à cette masterclass auront eux-mêmes dans leurs mains dans quelques minutes. Je suis en train de le terminer, donc c'est pour ça que je travaille dessus. Mais donc, mon but, c'était de faire en sorte que le programme soit accessible dès la fin de ce webinaire pour les personnes que ça intéresse. Donc, comme il y a des gens qui demandent où est-ce qu'on la trouve et combien ça coûte, je vais mettre le lien dans de la page. Juste avant, Marie-Estelle, combien coûte une séance de psy en moyenne? Alors, une séance de psychothérapie à Paris, ça coûte à peu près 100 € les 45 minutes. D'accord. En province, si je vais à Nevers ou si je vais sans aucun ostracisme ou racisme provincial, bien sûr, Paris n'est pas le centre du monde, ça se saurait. C'est plutôt 75 €, mais pour tout, en fait, vous avez 25-30% d'écart entre Paris et la province, que ce soit une thérapie, un massage. Et il faut combien de séances de psy? Enfin, il n'y a pas de recette, évidemment, mais on ne parle pas des psychiatres. Ça dépend de l'expérience aussi du thérapeute, etc. Moi, quand je donne une consultation d'1 heure, c'est 130 € parce que j'ai des charges, parce que j'habite à Paris, parce que j'ai 16 ans d'expérience, parce que j'ai une supervision à payer. Donc c'est très cher, j'en ai conscience. Mais en fait, si c'est pas cher, le truc, c'est qu'on est obligé de prendre 20 patients par jour et donc on leur donne pas de qualité. On peut pas faire de l'abattage. Non, j'entends bien. L'idée, c'était pas de justifier vos honoraires, c'était juste d'avoir une idée. Non, mais moi, je le fais parce que je comprends que ce soit très cher et que la vie coûte très cher. Mais en même temps, c'est le prix de la qualité, parce que je vous assure que quand on voit 20 patients dans la journée, les psychiatres qui font ça, c'est pas vrai. Ils sont plus dans l'écoute. Je veux dire, ce qu'on donne émotionnellement de nous, moi, à la fin d'une journée de consultation, j'ai la tête qui tourne, très honnêtement, parce que quand je me suis mouillée dans les émotions de l'autre, j'ai pris les émotions de tous les gens qui sont venus dans mon bureau, et donc il faut se restaurer en fait après ça. Donc si on fait de l'abattage et qu'on envoie 20 par jour, 6 jours sur 7, on ne donne rien aux patients. C'est pas vrai. C'est évident. Donc voilà. Et à peu près, en général, votre moyenne de suivi, vous diriez que vous voyez 3 fois, 10 fois, 100 fois une personne? Non, mais j'exagère, pardonnez-moi. Il n'y a pas de moyenne parce que il y a des parents qui m'amènent des enfants et puis en 2 séances, 2-3 séances, quelque chose est débloqué et puis en fait la parole recircule dans la famille et l'enfant va bien et voilà, et ça va très vite. Et puis il y a des gens qui sont dans une demande de bien se connaître et là c'est le temps dont ils souhaitent bénéficier pour avoir le sentiment d'avoir fait le tour du propriétaire. Il y a des histoires traumatiques qui font que ça se fera pas en 5 séances. Quand vous êtes victime d'inceste, ça va pas se régler en 3 mois. Et puis il y a des moments, il y a des gens qui vous disent j'ai déjà fait une tranche, là je reviens parce que je suis en train de divorcer, j'ai besoin de soutien pour faire la part des choses. Et ils viennent pendant 3 mois. Et puis moi j'ai eu des patients qui sont venus très jeunes en thérapie pendant 1 an, pendant leurs études. Et puis 10 ans après, ils reviennent, ils me disent là j'ai des difficultés avec mon 2e enfant et il faut peut-être que je retravaille ma relation avec ma mère que j'avais pas assez bossé à l'époque. Donc ça peut se faire aussi par tranche, un travail sur soi. Ok, donc là, merci à toutes et à tous qui donnaient les montants pour avoir une idée. Voilà, à Bordeaux, c'est entre 50 et 80 €. À Nevers, je l'ai vu passer, mais peu importe. C'est aux alentours. Voilà, on peut partir de 50 à 150 € pour une séance. Jean-Dominique, on nous interpelle sur le montant de la masterclass. C'était justement pour camper le décor et imaginer ce qui est donné par cette masterclass, ce qui est fourni par cette masterclass et le montant qui est en face. C'est pour ça que ça donne au moins une idée du cadeau qui est fait, entre guillemets. Oui, tout à fait. Donc le programme se situe sur une plateforme en ligne et dès que les gens achètent le programme, ils y ont accès, avec un accès garanti pendant 3 ans, dans lequel ils peuvent revenir à volonté consulter les contenus. Et effectivement, pour des contenus très riches, c'est souvent une bonne idée de les reparcourir quelques mois plus tard. Parce que quand on les découvre, ma foi, ils nous rencontrent d'une certaine manière, et puis on avance, on chemine, et si on se repenche dessus une 2e fois, ça apporte encore quelque chose de supplémentaire. Donc on a 7 vidéos qui font chacune entre une demi-heure et 1 heure, dans lesquelles Marie-Estelle développe ce dont elle vient de nous parler, avec un manuel de cours qui fait une 60aine de pages et qui contient toutes les suggestions d'exercices et de pratiques avec des éclairages supplémentaires tirés de son livre et de quelques autres sources comme les 5 blessures ou des questions relatives
aux états de conscience du cerveau. Et puis le coût est de 149 €. Avec un accès illimité pendant 3 ans à tous ces différents contenus. Il y a également une application qui permet de le télécharger sur son smartphone. Donc si jamais vous avez envie d'écouter ça en vous promenant, en faisant un petit exercice au fitness ou simplement parce que vous êtes sur la route, bah, c'est également possible. Kajabi. Donc, voilà. L'application Kajabi qui permet effectivement d'embarquer, on n'est pas obligé d'être coincé devant son ordinateur pour pouvoir y accéder, et ça c'est quand même assez précieux. Donc pour y accéder, vous mettrez le lien dans le replay ou bien dans le chat ce soir, mais de toute manière vous y aurez accès de toute manière pour pouvoir le faire assez rapidement. Est-ce que les séances, j'appelle ça séance, les modules, c'est des séances, ouais, doivent être espacées? Est-ce qu'on les fait à son gré? Est-ce que vous donnez des conseils là-dessus pour bien les digérer? Bah non, faites-vous confiance, hein. Vous écoutez quand vous avez envie. C'est ça. Hein. Donc, surtout, vous pouvez réécouter. L'avantage, c'est que vous pouvez réécouter un module qui vous semble dense pour vous, qui vous parle beaucoup. Vous pouvez le réécouter plusieurs fois pour vous en imprégner tranquillement et passer plus vite sur d'autres si ça vous parle moins. Après, ça vous appartient. Donc, vous pouvez presque, comme le livre d'ailleurs, ne pas le lire. C'est mieux de le faire dans l'ordre, mais vous pouvez aussi ne pas le faire dans l'ordre. S'il y a des choses qui vous inspirent plus, encore une fois, je crois que l'homme occidental, il s'est effondré psychiquement parce qu'il s'est complètement désancré, désenraciné de son instinct. Donc remettez de l'instinct en toute chose et vous irez dans la bonne direction. Et en fait, on peut en faire bénéficier de par notre développement personnel. Ça va, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça va irradier sur les autres et ça va certainement les rendre perméables à un changement pour eux-mêmes. C'est ça ? Déjà, comme vous allez être vous aligné et bien avec vous-même, ce que pensent les autres de vos choix, vous n'aurez plus grand-chose à faire. C'est-à-dire que vous serez toujours un citoyen adapté qui est capable de ne pas avoir le syndrome Gilles de la Tourette quand il arrive devant son patron. Mais le fait que votre belle-sœur se dise que votre tante aigrie se dise que la voisine raconte vous serez imperméable parce que vous serez tellement aligné et bien avec vous-même qu'il y aura une différence entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas, et vous aurez une telle jubilation à retrouver de la cohérence et de la liberté dans votre vie et dans vos choix que les projections des autres ne vous atteindront plus, et donc il y aura moins de colère. Vous saurez que quand ils projettent quelque chose, ça parle d'eux, ça parle pas de vous. Donc déjà, vous aurez vous-même une amplitude et un bien-être et une sorte d'espace vital retrouvé qui fera que les autres seront presque, sans s'en rendre compte, obligés de s'ajuster, parce que même s'ils vous abreuvent de jugement et de moraline, de toute façon, vous saurez pourquoi vous faites ce que vous faites. Donc ça situera les relations à un autre niveau d'entrée de jeu. Et en plus, évidemment, quand on est bien avec soi-même, on fait pas la même tête. Même si on est crevé, on rayonne. Hein. On voit bien les mamans qui sont très heureuses d'avoir un bébé, elles sont épuisées, mais elles irradient quelque chose. Donc vous allez irradier quelque chose et vous allez aussi attirer les gens sur un autre niveau, bien évidemment. C'est pour ça que d'ailleurs, on est plus vulnérable à tomber sur des gens toxiques qui n'ont rien réglé quand on est dans une période de vulnérabilité où on va pas bien, parce qu'on n'irradie pas. Et que donc, on est plus perméable à la toxicité de l'autre. Jean-Dominique, est-ce que vous pourriez citer les 7 chapitres Péchés capitaux. Comment ? Péchés capitaux. Des qualités capitales. Tout à fait. Donc le module 1, c'est là. Alors effectivement, on peut suivre et c'est recommander les modules dans l'ordre parce qu'il y a une progression pédagogique et de compréhension. Maintenant, rien n'empêche de butiner à sa guise si on en a l'intuition. Je crois que Marie-Estelle et moi sommes très attachés au fait de tenir compte de l'intuition et de suivre ses envies pour les personnes que cela intéresse. Mais donc le module 1, c'est qu'est-ce que le moi toxique et pourquoi une démarche de cette nature. Je rappelle à ce sujet, ce livre coûte 7,95 € en librairie, en livre de poche. C'est une mine d'or. Donc on peut comprendre que des personnes soit aient pas les moyens d'acquérir le programme, soit aient pas la motivation de le faire à ce moment de leur vie, mais ils peuvent de toute manière pour 8 € trouver cet extraordinaire contenu.
Après, les personnes qui ont envie d'aller plus loin, d'être accompagnées par Marie-Estelle, de recevoir tout ce qu'elle donne au long de ses modules, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est très généreux de sa personne, donc vraiment c'est un contenu, c'est pas juste de l'information qu'on entend comme on écoute une émission à la radio, je veux dire, c'est vraiment d'une grande densité. Mais il y a ce module 1, qu'est-ce que le moi toxique, pourquoi cette démarche? Module 2, quels sont les états émotionnels négatifs, les pensées et les croyances qui nous intoxiquent? On a des schémas qui sont bons pour nous, puis on a des schémas qui sont pas bons pour nous. Comment est-ce qu'on les repère? Comment on les identifie? Troisième module, c'est les liens d'attachement, les mécanismes de défense, racines et plomb dans l'aile. J'avais bien aimé ce titre que j'avais trouvé. Ouais, tu l'as bien trouvé. Module 4, commencer à s'y mettre. Quelles questions se poser, vers où poser son regard et pourquoi est-il si difficile de se libérer de la souffrance? Ça, c'est important. Il y a quand même une accoutumance à la misère banale chez la plupart d'entre nous qui mérite d'être questionnée. Finalement, quel serait l'enjeu de devenir plus libre et d'avoir une vie plus nourrissante et plus conforme à nos aspirations réelles, authentiques, profondes? Bah, c'est pas évident dans le monde d'aujourd'hui. On sent que les gens sont quand même fatigués, fragilisés, et du coup, beaucoup disent j'arrête de réfléchir parce que ça devient trop difficile. Donc rester debout et au moins conscient, si ce n'est libre. Comment rester libre intérieurement quand le monde autour fait fi de la liberté finalement. C'est pas évident, mais ça vaut la peine. Et puis je crois que c'est important qu'on le doit aussi à nos enfants, parce que la collectivité est responsable des mineurs, même si on n'a pas soi-même d'enfants à titre personnel. Et je trouve que c'est une belle exemplarité à donner aux jeunes, plus inspirante peut-être que les influenceurs d'Instagram. Mais quoi qu'il en soit, je tiens à dire aussi que dans la mesure où aujourd'hui j'ai beaucoup de travail, je peux pas prendre toutes les demandes qui me sont adressées, parce que sinon je lèse les patients que je suis déjà et je ne fais plus mon travail. Parce que si je prends tout le temps des nouveaux patients, je peux pas suivre régulièrement ceux que j'ai déjà. Et puis que j'ai 3 enfants qui ont besoin de moi. Donc c'est vrai qu'en ce moment je prends pas de nouveaux patients et je frustre des gens tous les jours qui me disent j'aurais bien aimé faire un bout de chemin, moi aussi j'avais une mère comme ça, etc. Donc la masterclass, elle est aussi destinée à dire écoutez, je vous donne tout ce que je peux maintenant, parce qu'en ce moment, je suis pas disponible pour accueillir des nouveaux patients. J'ai formé une remplaçante à l'approche du moi toxique. Elle est formidable. Et évidemment, si vous êtes en région parisienne et que vous voulez des visios, elle peut le faire. Mais moi, je peux pas le faire. Donc, la masterclass, c'était aussi une manière de dire, ça, je peux vous le donner. Et puis, peut-être, vous irez avec ça ensuite voir un autre thérapeute et vous aurez déjà réglé certaines questions de votre côté. On vous a cloné. Ah non. Après, le module 5 s'appelle État des lieux, comment faire le tour de propriétaire de qui nous sommes. Il y a souvent l'image de la maison qui est prise pour définir la personnalité. Et c'est vrai, pour revenir à ce qu'on évoquait avant, que finalement, avant d'avoir fait cette rencontre, la plupart des gens ont quelque part peur de tomber sur quelque chose de terrible, comme si jamais il y avait des cadavres dans les placards ou que la cave ou le grenier était terrifiant. Et ce que disent l'immense majorité des gens qui l'ont fait, c'est qu'au fond, ils ont découvert des bonnes choses et qui ressortent de l'exercice en se disant mais je suis une bonne personne. J'avais peut-être pas mesuré à quel point, si j'étais quelqu'un d'autre, j'apprécierais cette personne plutôt que de la critiquer ou de la dénigrer. Et après, les deux des gens qui disent, en faisant cette thérapie, je suis devenue une meilleure personne parce que pour fuir ce qui me faisait peur, j'étais en train de devenir un enfoiré. En termes clairs. Ça, c'est des mots du jargon psychologique. Et puis, le module 6, c'est le pouvoir de changer est en nous. On le sous-estime beaucoup et ça serait très souhaitable que les enfants apprennent beaucoup plus. Moi, j'ai eu la chance, je remercie mes parents de m'avoir mis dans une pédagogie active, il y en a un certain nombre, mais vraiment où je suis sorti de mon école maternelle et primaire avec la conviction que j'étais capable d'un ensemble de choses si je m'en donnais la peine et devenir plus conscient des pouvoirs de changer qu'on a. Des fois, on a besoin d'aide pour arriver à changer quelque chose qui est peut-être assez récalcitrant ou dur, mais à plein d'autres endroits, on peut aménager des petites améliorations. Il suffit d'avoir la méthode et malheureusement, elles sont peu connues ou peu partagées. Et enfin, le dernier module, être heureux est-il possible?
et la libération intérieure. Et là, oui, là aussi, je partage totalement les valeurs de Marie-Estelle. C'est-à-dire qu'être heureux, c'est pas un état uniforme de nirvana permanent, c'est pas du tout ça. C'est pouvoir ça, c'est être défoncé. Exactement. C'est pouvoir affronter les très nombreuses difficultés de l'existence en trouvant des solutions relativement bonnes la plupart du temps et en étant soutenant de soi-même dans cette expérience quand même assez compliquée qu'est la vie humaine. J'ai juste envie de répondre à une question qui est passée dans le fil de commentaires parce qu'elle est trop jolie. C'est une dame qui demandait est-ce qu'il y a un âge pour changer? Ah oui, j'allais la poser. Ah, c'est génial. Et là, j'aimerais refléter une expérience que j'ai vécue qui était tellement belle et tellement instructive. C'était une amie journaliste qui m'a dit, mais écoute, ma mère, âgée de 94 ans, est en toute fin de vie. À Genève, il y a un lieu de mourance, comme on l'appelle. C'est-à-dire que c'est une villa jolie, bien aménagée, où les gens peuvent aller en toute fin de vie pour ne pas mourir à l'hôpital. Et elle me disait, c'est très bizarre parce qu'elle est là, elle est mourante, mais elle ne meurt pas. Ça fait plusieurs semaines qu'elle est là, elle ne parle plus à personne. Est-ce que tu serais d'accord d'aller la voir et de me dire un peu ce que tu perçois? Je suis toujours très intéressé par toutes les situations. Et j'étais voir cette personne, je trouvais une adorable grand-mère dans son lit qui m'a à peine vue quand je suis entré. Et en fait, ce que j'ai senti, c'est qu'elle était profondément en paix. Et j'ai débriefé après avec cet ami journaliste et qui m'a dit, mais tu sais, ma mère est quelqu'un qui ne s'est jamais laissé recevoir quoi que ce soit de sa vie. Elle était toujours aux petits soins pour les autres, mais si on lui offrait un bouquet de fleurs, elle disait, vous auriez pas dû. Et là, en toute fin de vie, impotente, elle était obligée de recevoir et elle se régalait avec ça. Et moi, mon sentiment, c'est qu'elle n'était pas pressée de passer de l'autre côté, de naître au ciel, comme on dit chez les orthodoxes, parce que cette expérience, enfin, de se laisser recevoir, ce qu'elle avait été incapable de faire pendant tout le reste de sa vie, c'était ce qu'elle est en train de savourer. Et moi, c'est ma conviction, c'est jusqu'à notre dernier souffle. Nous avons ce potentiel, cette possibilité de continuer à grandir. L'ouverture, oui, mais moi je l'ai vu avec des patients qui sont venus en thérapie. J'avais notamment un patient qui était retraité des services secrets. Il était évident que pendant sa carrière, il n'avait pas la possibilité d'aller chez un psy, puisqu'il ne pouvait même pas dire quelle était sa véritable identité. Et à l'instant où cet homme en fait a été à la retraite, où sa persona, son masque social a pu s'en aller, il y a eu des choses absolument merveilleuses, mais c'était un régal en fait. C'est-à-dire que son enfant intérieur surgissait pendant les séances, il arrivait tout joyeux avec 2 pages de rêves, il me disait regardez, vous m'avez fait rêver, et il me racontait ses rêves, il me disait que je suis en train de retomber amoureux de ma femme, et c'était alors que sa femme était en train d'avoir un cancer, et il y avait un émerveillement en fait de se reconnecter avec la vie essentielle, avec la vie de l'âme, que très souvent quand on a 30-40 ans, finalement la pression sociale, l'urgence de gagner de l'argent, de faire les enfants, de faire ses preuves ne nous laisse pas. Donc moi, ce que j'observe en tant que thérapeute qui accompagne aussi bien des mamans avec leurs nourrissons que des personnes d'un certain âge, des ados, des adultes, c'est que vraiment l'humain a un potentiel de croissance à chaque instant, et c'est souvent quand il pense qu'il est au fond du trou et qu'il peut plus bouger qu'il se passe des choses absolument incroyables. Les enfants, je l'ai vu pendant la crise, les enfants ont une capacité à retrouver un alignement intérieur dès lors qu'on arrête de faire peser sur eux toutes nos angoisses d'adultes. C'est incroyable. Des enfants qui avaient des peurs et qui se libèrent. Donc non, il n'y a pas d'âge. J'ai juste envie, excusez-moi Frédéric, de reprendre un autre commentaire qui est trop beau de Martine qui dit « Mon père a dit non pour la première fois dans sa vie. Il avait 90 ans et il est mort quelques semaines plus tard en riant. » Et j'ai envie de citer, on évoquait notre finitude et la peur de la mort. J'ai envie de citer Stéphane Hessel, qui est décédé à 99 ans, si je me souviens bien, et qui disait quelques semaines avant, j'attends la mort avec gourmandise. C'est la grande énigme pour laquelle aucun vivant n'a de réponse, et je me dirige vers ça. Il disait avec gourmandise. Donc je crois qu'on a vraiment des ressources comme ça, de potentiel d'âme en nous qui sont inexploités la plupart du temps, et que c'est juste un immense cadeau qu'on peut se faire à soi-même et à partager avec les autres que de s'ouvrir à cette dimension-là. Et déjà sur ces webinaires, le premier conseil que j'ai entendu en tout cas, c'est de faire le bilan. C'est au moins de faire le bilan, de faire l'état des lieux qui nous permettra d'identifier un certain nombre de choses. Parce que de s'arrêter parce qu'on est dans une anthropologie de la fuite en avant. Et c'est pour ça que les gens aussi ont
ont pris violemment le choc du confinement, parce que tout d'un coup, les mécanismes de défense qu'on vantait, à savoir de tout le temps s'extérioriser et être hyperactif et sortir de chez soi, tout d'un coup, on leur demandait de faire ce que Blaise Pascal sait très bien que l'être humain ne sait pas faire, à savoir de rester immobile à un endroit. Donc c'était c'était évidemment beaucoup trop violent. Mais oui, vous faites le bilan parce que déjà, vous regardez où vous en êtes. C'est ça. Ouais. Et à partir de cela, la masterclass va vous permettre de vous accompagner pas à pas vers les différentes révélations. Ouais, de tisser des liens avec les bons endroits du passé, encore une fois, sans s'y réduire et sans s'identifier à ce qu'on nous a fait, parce qu'on n'est jamais réductible à ce qu'on nous a fait, même quand ça a été l'horreur, mais de tisser les liens avec les endroits, parce que parfois on se plaque des théories de psychologie fumeuse en disant je suis comme ça parce que j'ai vécu ça, puis en fait c'est pas du tout ça. C'est tout autre chose, c'est une petite phrase un jour qui est restée bien imprimée dans notre tête, qui nous semblait anodine parce qu'on se dit c'était il y a 30 ans dans la cour de l'école. Puis en fait, c'est ce truc-là qui a cristallisé, pour plein de raisons inconscientes, une image de nous dans laquelle, oui, c'est très vexant de l'admettre, mais on est toujours bloqué. Donc la masterclass, elle permet aussi aux gens de pas prendre les autoroutes des préjugés psychologiques, mais de trouver leur singularité dans les échos et les liens personnels de leur inconscient. Et quand on fait des liens, on peut défaire des nœuds. Et je vois que, Laurence, et ça me fait penser à votre exemple, Jean-Dominique, dans l'abnégation, pas dans l'abnégation, quand on est dans la panade, pas dans l'abnégation, dans la panade, on va se révéler, en fait. Je suis médecin, résistant, on persécute, je me sens malgré tout, malgré les difficultés, plus vivante que jamais. Ça me fait penser à vous, Jean-Dominique, parce que vous êtes, comme vous l'avez dit en préambule, vous étiez dans un statut social, professionnel qui a priori était confortable. Tout d'un coup, tout s'effondre. Mais finalement, ça vous a permis de trouver les ressources nécessaires pour changer et pour vous révéler d'une certaine autre façon. C'est ce que j'entends aussi dans ce principe. C'est pas parce qu'on a l'impression qu'on est dans une situation inextricable que justement on va pas trouver les ressources qui vont nous permettre de rebondir, voire même de se transformer. Au contraire. Vous savez, parmi les domaines que j'ai investigués, il y a celui de la santé au travail. Et on a vu une tarte à la crème monstrueuse arriver ces dernières décennies, qui est le bonheur au travail. Vous avez même des Chief Happiness Officers, donc des cadres responsables du bonheur en entreprise. Et évidemment que c'est de la foutaise. Par contre, on connaît l'équation de la santé du bonheur au travail. Vous savez c'est quoi? C'est le fait de pouvoir utiliser ses compétences et les développer au service d'une cause noble dans des relations de qualité. Si vous avez ces trois paramètres, vous pouvez faire usage de ce que vous avez appris et que vous maîtrisez et vous développer dans ces aptitudes au service d'une cause qui est une cause noble, qui n'est pas une cause de truander les gens ou de polluer la planète, et avec des relations humaines de qualité. À ce moment-là, vous pouvez traverser des choses très dures. Vous êtes heureux. Parce que c'est ça notre aspiration. C'est la question de la place, en fait. C'est-à-dire qu'on est heureux quand on fait ce pourquoi on est doué. Et les burn-out à 40 ans, c'est aussi beaucoup lié à des choses qui se sont jouées à 18 ans, quand l'enfant a été orienté parce qu'il était bon en maths, parce que papa voulait un centralien ou un normalien dans la famille, ou je ne sais quoi, ou que l'enfant a été orienté sans qu'on tienne compte de son type de personnalité, ce qui fait qu'on retrouve des introvertis dans des écoles de commerce et des extravertis qui font des trucs d'introvertis. Donc le burn-out, il est lié aussi au fait de pas être à sa place, à la place qui correspond à notre potentiel. Et évidemment à la perte de sens, ça bien évidemment. Exactement. Et Camus, excusez-moi Frédéric, avait une autre phrase que je trouvais très belle. Il disait que le bonheur, c'est l'adéquation entre un être humain et la vie qu'il mène. Est-ce que je suis en cohérence avec ma vie? Donc moi, par exemple, le fait d'avoir perdu une position sociale, une respectabilité, c'est très temporaire. Sur la durée, je vais beaucoup capitaliser parce qu'on donnera raison à ceux qui avaient eu raison très tôt. Donc je suis pas du tout inquiet. C'est un investissement sur le long terme. Mais par ailleurs, quand par exemple il y a eu le pass sanitaire en Suisse, j'aurais pu, grâce à mon immunité naturelle, demander un pass. Et je ne l'ai pas fait parce que pour moi, c'était important d'être du côté des réprouvés. C'est ça. C'est là où mon cœur d'âme se situe et je suis beaucoup plus heureux à être ségrégué et discriminé avec des gens de qualité en sachant pourquoi je suis de ce côté-là,
qu'à composer pour pouvoir préserver des avantages dans une situation qui me convenait pas du tout. Et vraiment, je crois que ce que reflète cette personne est essentiel. C'est quand on est en cohérence avec nos valeurs profondes, notre intégrité et notre dignité. Et de la même manière, on doit être en cohérence profonde. Alors toi, tu es heureux comme ça. Et je crois qu'il est très important que on respecte la personne qui n'a pas la force morale de le faire et qui avait besoin, qui aurait eu besoin à ta place d'avoir ce pass. Et moi, j'ai souffert dans ma chair parce que j'essayais qu'il y ait moins de tension pendant la crise, de voir que des deux côtés, il y avait un jugement. Mais je crois que cette crise nous faisait à tous travailler la question de notre ancrage et de notre force morale. Et que certains ont découvert qu'ils ne l'avaient pas et on n'est personne pour les lapider en fait. Donc ils ne l'avaient pas, on ne l'avait pas ou on l'avait et je pense qu'on est bien quand on est à l'endroit où on est maintenant sans se mentir, c'est-à-dire c'est ce que dit Don Miguel Ruiz dans les 4 accords Toltec, c'est je fais de mon mieux, je fais pas plus et je fais pas moins. Une question juste technique, Jean-Dominique. On pose la question, est-ce que c'est interactif le masterclass? Est-ce qu'on peut poser des questions? Non. Non, c'est pas interactif, mais on peut poser des questions sur le site. Il y a un espace pour laisser des commentaires, donc oui, c'est toujours bienvenu quand les personnes réagissent au contenu, partagent leur expérience, etc. Par contre, il n'y a pas de garantie qu'on suivra et qu'on interagira avec les participants étant donné leur nombre et étant donné le nombre d'activités dans lesquels nous sommes impliqués. Vous lisez les questions et les commentaires. Ah oui, bien sûr. S'il y a une orientation particulière à donner, s'il y a une aide particulière, évidemment, ça sera donné, comme on le voit sur le NeuroWisdom ou sur les autres programmes. Vous avez un petit blog et vous réagissez. Oui, mais voilà, c'est pas un cours à la fac où on répond aux questions. Pas le webinaire comme ce soir, voilà. Je crois que on a fait le tour là. Oui, ce webinaire était extrêmement éclairant. Je vois les commentaires et c'est extrêmement plaisant et rassurant de voir que le message, une grande partie du message est passé. Donc, vous avez la possibilité d'accéder à cette masterclass via le lien qui vous a été donné. Et de toute manière, vous aurez le replay. Vous aurez dans la lettre qui va partir demain, sauf erreur de ma part, toutes les conditions pour accéder à cette masterclass. Rendez-vous compte du service et du service au sens large du terme qui vous est proposé, puisque Marie-Estelle n'est pas disponible. Oui, mais c'est aussi un service que les gens me rendent d'être là ce soir parce que je suis très touchée. Je suis très touchée parce qu'honnêtement, pour le dire un peu grossièrement, parfois j'en ai bavé pour faire monter cette parole psy dans les médias et le fait que à chaque passage, des gens m'écrivent, m'arrêtent dans la rue, me disent continuez parce qu'en fait vous nous donnez de l'espoir, nous on est parents, continuez, merci, etc. J'ai envie de remercier les gens qui sont là ce soir parce que en me faisant le retour que je portais leurs paroles, c'est grâce à eux si j'y suis toujours aujourd'hui en fait, parce que vraiment pour moi aussi la période elle était dure. Je voyais des gens qui s'effondraient toute la journée dans mon cabinet, je ne pouvais rien faire et en plus je venais de mettre au monde 2 petits bébés, j'avais un ado qui se tapait un masque à l'école, donc moi aussi j'ai été prise dans le truc, je veux dire j'ai accouché de mes jumeaux enfermée à la maternité pendant le confinement, donc j'ai partagé cette souffrance et en même temps j'essayais de m'en distancier pour la transformer et donc j'étais fatiguée et le fait que depuis 2 ans et demi les gens me disent continuez, merci, il faut y aller, j'ai envie de les remercier d'être là ce soir. Bien sûr que ce soir c'était un webinaire gratuit mais leur présence même si je vous vois pas, en fait, je trouve ça juste génial parce qu'on a créé de me dire que là, je suis à l'île Maurice, ça me fait beaucoup de bien. Et je trouve ça super qu'on puisse se retrouver comme ça. Donc, merci à eux de la confiance qu'ils accordent à ma parole. Et c'est pas neutre parce que on n'était pas 25, on était presque 1000. Et il y avait 2200 qui étaient en attente et qui sont en attente aussi du replay. Donc, il y a à peu près 1500 personnes aussi qui vont bénéficier du replay en dehors du live qu'on a eu ce soir. Donc, la parole a été portée, la parole a été transmise. Et merci à vous deux pour ça, parce que c'est précieux d'avoir ce genre d'échange, de partage. Et c'est rassurant parce qu'on n'est pas seul. On n'est pas seul. Non, puis je crois qu'on peut pas tout changer dans le monde. On n'est pas tout puissant et c'est pas la peine d'aller dans le délire transhumaniste. Par contre, on peut vraiment bosser sur soi. On est un monde à part entière. Et je crois que se sauver soi, c'est déjà sauver une petite partie du monde. Et c'est peut-être par là qu'il faudrait commencer, en fait.
Oui, mais ça, on se dit que c'est possible. C'est ça qui est pas important dans Oui, message c'est de ce soir, possible. c'est que c'est possible. C'est que c'est pas, on n'est pas seul face à nos 5 blessures ou 12 blessures ou 25 blessures. On n'est pas seul. Et ça, possible. aucune soi-disant intelligence artificielle ne le fera. C'est Non, vous c'est vrai. avec vos petites mains. C'est pas ChatGPT qui va nous soigner, hein, ça c'est sûr. Ça c'est sûr que non. Jean-Dominique, le mot de la fin. Le mot de la fin. Bah, je vais faire un tour complet. J'ai commencé en disant que j'avais l'admiration décomplexée. Franchement, je trouve que Marie-Estelle est une personne remarquable, que ce qu'elle apporte est tellement important pour les temps qui courent. Et donc, je suis profondément heureux et fier de pouvoir offrir cette masterclass sur mon site. Toutes les personnes que cela intéresse sont évidemment les bienvenues et j'espère qu'elles se régaleront autant que je me suis régalé à co-construire ce programme avec Marie-Estelle. Mais en tout cas, je crois qu'on sent que effectivement, entre gens peut-être plus ouverts à certaines réalités, on a une aspiration de fond à créer un monde qui soit enfin digne de notre humanité et qui soit enfin désirable pour nous-mêmes et pour nos enfants. Et ça, c'est aussi un bon côté de la crise en cours, c'est que ça nous a fait nous trouver, nous retrouver. Dans la masterclass, on parle beaucoup des liens d'ailleurs, du fait que l'être humain a un besoin vital de liens et qu'on s'autorise à retourner dans le lien en fait, malgré nos peurs. Et il n'y a pas de hasard, les rencontres ne se font jamais par hasard. Et cette rencontre entre Marie-Estelle et vous, Jean-Dominique, c'est vraiment un vrai bonheur. Merci de m'avoir permis d'avoir ce privilège de vous écouter, de vous entendre et de vous apprécier. Et je pense que mon plaisir a été partagé par plus de 1000 personnes ce soir et c'est absolument mérité. Merci à vous deux, c'est un véritable bonheur. Et à très vite pour d'autres développements et d'autres possibles. À bientôt. Merci à tous. À bientôt. À tous. Bonne soirée ou bonne journée. À bientôt. N'oubliez pas, vous aurez le replay, hein, ne vous inquiétez pas. À bientôt. Merci à vous deux.